Rebonjour à tous à cette troisième partie de la configuration de Centrion. Et dans cette partie-là, nous allons voir tout ce qui est lié à la sécurité du Centrion. Dans un premier temps, on a vu tout ce qui est lié à la sécurité de base. On peut éditer le profil ici pour configurer tout ce qui est lié au mot de passe, pour l'intégrer à un LDAP, histoire d'avoir un accès plus sécurisé. Si vous voulez ici, vous pouvez ajouter un accès LDAP ou activer l'accès LDAP ou ajouter un compte Active Directory ou n'importe quel annuaire. Je pense que sur tout ce genre de choses, j'ai envie de dire ok, ça va, il n'y a pas de souci, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Pour le moment, je n'ai pas un AD configuré, installé, sinon j'aurais pu aller jusqu'au bout dans cette opération, mais pour le moment, je n'ai pas. C'est ce qui fait que je préfère dans un premier temps ne rien toucher ici, parce que ce genre de configuration AAA, etc., je ne suis pas sûr ici, mais généralement, une fois activé, ça peut faire beaucoup de problèmes pour les désactiver ou pour s'en débarrasser ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais faire précisément? Alors, dans un premier temps, on va partir sur la configuration liée au renforcement de la sécurité des comptes utilisateurs. On sait tous que sur Centrion, on a quelques comptes qu'on a déjà vus. Compte root, compte Centrion, on les connaît. Après, il y a le compte Centrion Engine, Centrion Broker, Centrion Gorgon. C'est qu'il y a énormément de comptes, principalement il y en a 5. Et ces comptes-là, c'est des comptes qu'il faut sécuriser tout simplement. Il faut penser à leur sécurité. Du coup, juste une petite nouvelle, j'ai installé un petit terminal là. C'est très simple pour utilisation, c'est plus simple de se baser sur ou de passer sur un terminal qui est MOBA externe qui permet plus facilement de les accès. Là-dessus, après, une fois installé, il suffit de créer juste une nouvelle session, vous choisissez SSH et vous passez directement sur SSH qui est activé par défaut. Du coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, je suis connecté via SSH à mes machines Linux. C'est plus simple, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide que de faire autrement. Alors, je pense que pour aller voir la liste des comptes existants, il est très facile. C'est quelque chose de base de Linux. cat etc password. Et là, ça vous permettra de voir la liste des utilisateurs que vous avez. Bon, c'est un peu malpropre, c'est Linux, c'est du terminal directement. Vous pouvez spécifier. Vous pouvez aller, par exemple, avec un petit grep. Et à partir de là, vous choisissez ce que vous voulez. Centrion, par exemple. Et là, on peut vous récupérer les utilisateurs avec le compte Centrion, ou les utilisateurs qui contiennent le mot Centrion. Et là, on a tous les 4 dont je vous ai parlé. Le Centrion, Centrion Engine, Broker et Gorgon. Et puis il nous reste celui de root, bien sûr, c'est l'utilisateur par défaut de le super administrateur ou le super utilisateur par défaut de toutes les machines Linux qu'on a ici. Du coup, si vous voulez changer le mot de passe de ces comptes-là, j'ai envie de dire, c'est très facile. Il suffit tout simplement de passer la commande password et puis avec le nom de l'utilisateur en question. Par exemple, si vous voulez changer pour root, vous pouvez le changer directement pour root ici. Oui, c'est ça, il vous propose le new password, etc. Moi, je ne vais rien faire là-dessus, évidemment. J'ai pas envie de changer le mot de passe, mais l'objectif, c'est juste de vous donner une idée de comment changer le mot de passe pour un super administrateur, pour un super utilisateur plutôt, ou pour n'importe quel autre utilisateur. Parmi les choses les plus importantes à prendre en considération aussi, c'est la configuration de la base de données ou la sécurité de la base de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la base de données n'a aucune sécurité appliquée. Par exemple, vous pouvez facilement faire MySQL /user, je sais pas moi, easy, un truc comme ça, ce que vous souhaitez. Et qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, qu'est-ce qu'il dit? J'ai tout touché déjà, ouais, c'est pour ça. Mais bon, bref, c'est pour dire que il suffit de faire n'importe quoi pour accéder à la base de données. Et puis, vous pouvez, par exemple, là, j'ai fait directement MySQL. Et en mettant la commande MySQL, directement, ce qui s'est passé là-dessus,
on arrive à accéder à la base de données. Et puis après, on peut insérer les commandes qu'on souhaite, on peut voir les bases de données, on peut checker, on peut faire un petit show database, on peut faire énormément de choses qu'on souhaite. Et c'est ce qui fait que, oh là là, pourquoi il nous embête beaucoup avec ces erreurs. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas l'impression que ce qui m'intéresse le plus, show database. You have an error in your SQL syntax. Non, j'ai pas d'erreur. C'est du show database. C'est peut-être il a mal détecté. Non, enfin j'ai pas d'erreur, mais bon, peu importe. Je vais pas regarder, ça m'intéresse pas. Mais bon, c'est juste pour dire que on peut faire énormément de choses, on peut faire beaucoup de choses sur la base de données, sur la MySQL. C'est ce qui fait que il est toujours très fortement souhaitable de passer la commande MySQL Secure Installation. Et la commande MySQL Secure Installation vous permettra tout simplement de renforcer la sécurité de Centrayon, de renforcer la sécurité de votre base de données MySQL. Ici, il va vous poser des questions de type Socket Authentication. On peut dire yes, no. Moi, peu importe, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Change the root password, on va dire no. Anonymous user, c'est ça, je pense qu'il était déjà désactivé. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à accéder avec le user easy. Là, on va dire yes. Root login remotely, enfin j'ai envie de dire non. Même si oui, normalement il ne peut pas y accéder. Moi j'essaye de me donner plus de droits parce qu'on est dans un cadre de lab, mais en réalité répondez par yes à toutes les questions. Test database and access to it, yes, ok, il n'y a pas de souci. Reload privilege tables, no, yes. Je pense que c'est bon. Oui. Et là, comme ça, vous avez ajouté une couche de sécurité en plus à la MariaDB. C'est ce qui vous permettra d'avoir justement cette partie de renforcement de sécurité d'accès à la base de données. Après, il y a une autre fonctionnalité très récemment développée. Je pense à la version 21, si je ne me trompe, la version de l'année passée ou des mois passés, qui s'appelle SELinux. SELinux comme Security Enhanced Linux. Et la fonctionnalité qui fournit justement une couche supplémentaire de sécurité du système. Du coup, le SELinux répond fondamentalement à la question de type le sujet ou le subject suivant, est-ce qu'il peut faire cette action sur un tel objet? Parce que ce qui se passe généralement sur les objets de Linux, par exemple, on peut donner un exemple très simple, un serveur web, est-ce qu'il peut accéder aux fichiers des répertoires personnels des utilisateurs? Le problème généralement dans Linux, c'est que on a une solution de sécurité, et c'est ce qu'on appelle les stratégies d'accès standard basées sur l'utilisateur, qui sont connues plus sous le nom DAC, permet d'avoir une sécurité, permet d'avoir une gestion des accès, mais son problème, c'est qu'elle ne permet pas aux administrateurs de système de créer des stratégies de sécurité complètes et précises. D'avoir beaucoup plus de précision de qui fait quoi exactement, à quel objet, à quel fichier. Je donne à tel utilisateur les droits d'accéder à tel fichier, mais je ne les donne pas à tel, par exemple, fichier de log, mais je ne les donne pas à l'autre utilisateur. Mais quand je donne à l'utilisateur d'accéder à tel répertoire, je précise la fonctionnalité. Bref, vous avez compris le principe, c'est que la solution SELinux permet d'ajouter une nouvelle couche de sécurité qui s'appelle le contrôle d'accès obligatoire, Mandatory Access Control, qu'on appelle aujourd'hui MAC. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque processus et ressource système possède une étiquette de sécurité spéciale à lui qui est appelée le contexte SELinux. On l'appelle contexte, parfois on l'appelle l'étiquette SELinux. C'est ce qui permet, à l'époque, on créait des ACE, des Access Control Entrée. Les ACE, c'est une sorte d'étiquette qu'on donne à l'utilisateur. Du coup, une fois on lui donne l'accès, il a le droit de faire tout ou il n'a le droit de faire rien du tout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on le précise par process, pas par utilisateur. C'est ce qui permet d'avoir une sécurité beaucoup plus affinée, beaucoup plus précise et beaucoup plus pertinente en matière d'utilisation. Alors, comment ça se passe concrètement? Enfin, ça se passe par des étapes. Du coup, il va falloir, dans un premier temps, l'activer.
Et puis, on va voir les différentes étapes d'installation, d'utilisation, etc., etc. Alors, du coup, l'étape, comme je vous ai dit de base, consiste tout simplement à l'activer. On a un répertoire dans ETC qui s'appelle SE Linux /config. Il suffit juste d'y aller. On peut dire nano. Je ne sais pas si j'ai nano déjà. Yum install nano. J'ai pas l'impression que je l'ai. Ouais, je ne l'ai pas. Du coup, on va installer nano. C'est le plus simple en édition de texte. Ok, c'est installé. On va faire nano. ETC. SE Linux. Et puis config. Très bien. On y est. Et là, vous voyez qu'il y a 4 types de sécurité. Le principe, c'est simple. Le disable, c'est qu'il n'y a pas du tout. Le permissive, c'est qu'il détecte, mais il ne fait pas grand-chose. L'objectif de permissive, c'est qu'il va vous dire, quand je détecte un denied, un accès non autorisé, je mentionne comme denied, mais je le laisse passer quand même. Vous allez dire, mais pourquoi le faire? C'est pour vous alerter, justement. Ok? Mais réellement, pourquoi on le fait? Dans les tests techniques. Parce que imaginez que vous passez directement en enforcing, c'est catastrophique. Pardon. Si vous passez directement en enforcing et puis vos stratégies de sécurité ne sont pas terribles, vous risquez de bloquer tout et n'importe quoi. C'est ce qui fait que généralement, qu'est-ce qu'on fait en stratégie de sécurité? On fait une stratégie qui dit tu ne permets pas l'accès, mais nous en réalité on permet l'accès. C'est qu'on laisse passer. Du coup, on reçoit un message comme s'il y a un accès non autorisé, mais pour ne pas embêter, pour n'embêter personne, qu'est-ce qu'on fait? On laisse quand même passer. Et puis nous, on prend le message de log, on l'analyse, on va dire pourquoi ça a été affiché ce message. S'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de souci, on va passer à la vraie sécurité en passant par l'enforcing. Du coup, nous, dans un premier temps, on va passer vers le permissive. Permissive, bien écrit en tout cas, il faut faire attention à ça. CTRL-O pour sauvegarder, CTRL-X pour sortir. Attention, il va falloir redémarrer directement la machine par le shutdown. Shutdown. -R, no. Tout de suite. Ça va rebooter. Automatiquement, nous, ça nous perd l'accès. C'est normal. On va suivre ça sur la vraie console. Le temps de boire un petit coup. Bon, ça continue de démarrer, de rebooter. Ça m'arrive quand ça reboot que la machine perde sa configuration IP. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas cette fois-ci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonctionnalité SE, elle est dans ses débuts. Elle est sortie juste il y a une version. On n'est pas à l'abri d'avoir des choses qui sautent, des choses qui ne fonctionnent pas bien, etc. Au pire des cas, ce qu'on peut faire, on peut la laisser juste en permissive ou on peut même carrément la sauter. Le but, c'est de vous la montrer, dire que ça existe. Il ne faut pas négliger la sécurité, il ne faut pas sous-estimer la sécurité. Généralement, ce genre de cours sont toujours faits par des gens qui ne sont pas de sécurité. Et c'est ce qui fait que ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ça fonctionne. La sécurité et tout, pour nous, c'est du casse-tête. Sauf que ça, c'est faux, c'est totalement faux. Et c'est ce qui fait que je préfère vraiment insister très lourdement sur le chapitre de la sécurité. Et peut-être on va passer un bon moment sur ça. Parce que installer des outils, c'est bien, mais les sécuriser, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est en train de rebooter. Je pense que ça ne va pas durer très longtemps maintenant. Il reboot 2 fois lors de l'insertion de cette commande. Alors, ici, bon, ça ne nous intéresse pas grand-chose. On va revenir ici. Un petit R, il va relancer la session. Tac, tac, c'est bon. C'est renouvelé. Alors, la session s'est remontée. OK. Maintenant, l'adresse IP, elle n'a pas changé. Très bien, parce que ça restait 110. Et c'est pas passé en DHCP. Ça, c'est pas mal du tout. C'est déjà pas mal. Très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va installer les fonctionnalités, on va installer les paquets de SE Linux, tous les paquets SE Linux. Alors, on va commencer par yum install Centrayon, common SE Linux, ok. Et puis, on va passer par l'installation de toutes les fonctionnalités de SE Linux. Bon, ça sera le Centrayon
Centrion. Qu'est-ce qu'on aura dans un premier temps? Le web, SE Linux. Après, on aura le broker SE Linux. Après, on aura le engine SE Linux. Hop, c'est bien. Après, le Gorgon. Linux. Et enfin, on termine par les plugins SE Linux. Alors, est-ce que c'est bien écrit? Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, il va nous arrêter s'il y a des soucis. Il lance l'installation. Très bien. Yes. OK. On va le laisser lancer les installations. Du coup, il va lancer les installations liées à chaque type de compte ou de service. Il va lui installer ses propres Security Enhanced Linux. On va le laisser installer. Je pense que ça va durer un peu du temps. Et je pense que pendant ce temps-là, on n'aura pas vraiment grand-chose à dire, sauf peut-être d'expliquer ce qui reste à faire. Du coup, une fois l'installation terminée, on va vérifier l'installation, confirmer que tout a été installé correctement sur tous les process, auditer les journaux, voir ce qui se passe. S'il n'y a aucune erreur, on va pouvoir passer en mode renforcé et puis on peut dire que c'est bon là-dessus. Ok, c'est fait, très bien. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, une fois l'installation terminée, on va configurer, enfin confirmer l'installation. SE module, on va insérer la commande -L et puis prenons l'exemple de Centrion, par exemple grep Centrion. Très bien, vous voyez que tout ce qu'on a installé sur le SE module, Centrion, broker, common, etc., tout est là, tout a été installé correctement. Du coup, maintenant, c'est installé, c'est activé. C'est ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a des règles de sécurité très strictes qui vont suivre toutes les opérations qui passent, que nous allons justement consulter, que nous allons justement voir tout de suite. Alors, comment on peut les voir? On peut tout simplement ouvrir le fichier audit.log. 4, dans les var, on aura audit, et puis on aura audit.log. On va préciser en particulier var, non, j'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose, var, pour moi c'est log. Il n'y a pas la var audit direct. Pour moi, non, il n'y a pas. Ok, on va préciser directement le grep-i sur la partie denied. Du coup, on affiche tous les denied. Et là, très bien. Vous voyez que on a énormément de denied, énormément de règles de sécurité qui n'étaient pas respectées, qu'on a bloquées. Bon, on peut rentrer dans le détail de ce que signifie la ligne, de quel type d'accès qui n'a pas été autorisé, etc. Bon, bref, c'est pas le but, c'est pas l'objectif. L'objectif, après, c'est que vous, en tant qu'expert de sécurité, si vous n'êtes pas expert en sécurité, ce que vous allez faire, vous allez prendre tout ça, l'exporter dans un fichier, copier-coller ou faire un export en redirection, peu importe. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'étudier avec votre expert de sécurité. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y avait une erreur, il faudrait les traiter. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Et vu qu'il n'y a pas d'erreur, c'est déjà très bien. Regardez, on peut enlever le grep. Du coup, on affiche tout. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de permissions aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de success, il y a beaucoup de permissions, beaucoup d'autorisations, etc. C'est qu'il n'y a pas de souci, très bien, il y a des permissions. Il y a aussi des interdictions, des denied. Maintenant, c'est à vous de voir si tout est OK pour vous. Vous allez passer la configuration en mode
en mode enforcing. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement revenir encore une fois au même fichier. Hein, on va le faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Nano. etc. SE Linux. Et puis config. Et puis à partir de là, vous allez passer vers l'enforcing. À partir de maintenant, la stratégie de sécurité sera beaucoup plus renforcée. Ok? Moi, je vais laisser permissif parce que je n'ai pas envie de redémarrer encore. Mais je pense que vous avez compris le principe. Essayez de le faire. Essayez de faire l'enforcing. Moi, je ne vais pas le faire pour la simple raison que ça va mettre encore du temps. Il est très tard la nuit. Du coup, je n'ai pas envie de faire une vidéo qui dure très longtemps en sachant qu'il y a d'autres qui viendra dans quelques instants. C'est ce qui fait que pour juste une raison d'organisation, je ne vais pas le faire. Mais essayez de le faire, essayez de voir ce que donnera le mode restrictif. En tout cas, ça ne change rien du tout par rapport au mode permissive. C'est juste que ce qui était mentionné ici comme denied, il va vraiment rentrer en vigueur, il sera vraiment denied. C'est tout, c'est la seule chose qui va changer. Alors, une fois la partie SE Linux terminée, on peut parler rapidement de la sécurité des fichiers. Je vais faire un petit clear ici. La sécurité des fichiers, il y a quelques règles très importantes en matière de sécurité, que ce soit Apache ou Centrion. Il faut penser tout simplement à changer le propriétaire de Centrion et le mettre Centrion. Et puis le mettre à Centrion. Non, etc Centrion, très bien, à conf.pm. Ça, après vous avez à changer les droits en mettant de lecture-écriture user, lecture-écriture groupe et 0 pour tout le reste, parce que par défaut c'est pas comme ça. Et pareil sur le fichier Centrion conf.pm. C'est une mesure de sécurité très importante à réappliquer exactement sur la partie aussi Apache. Du coup, sur l'Apache, on va faire exactement pareil. Apache etc centrion.conf.php. Et c'est pareil, il faut changer les droits chmod, le mettre à 660 pour etc centrion.conf.php. Du coup, une fois appliqué, on peut dire qu'on respecte les règles de sécurité en matière de la sécurisation des fichiers de configuration. Après, un autre élément très important que j'aime bien voir, c'est la partie firewall. On va voir le firewall et puis on va voir le file to ban. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo et puis dans la prochaine vidéo, on va configurer l'accès SSL. Sur la partie firewall, il est très fortement conseillé bien sûr d'avoir un firewall. Du coup, il faut penser à installer un firewall. Yum installe firewall D. Du coup, on installe le firewall. Une fois installé, qu'est-ce qu'on va faire? Système control. Et puis, nous allons activer enable firewall D. Oui, ok, très bien. Et puis, nous allons le démarrer. Activer, puis démarrer. C'est pas la même chose. Start, et on va le démarrer. Une fois démarré, attention, rappelez-vous ce qu'on a fait quand on a commencé à parler de l'installation. On a parlé des paramètres des prérequis. Et lors de la prérequis, lors de la préparation des prérequis, il ne faut pas oublier que vous aurez toute une liste de matrices de flux à gérer. Si vous travaillez dans des entreprises, vous le savez, quand vous installez n'importe quel logiciel, il faut donner quelque chose qui s'appelle matrice de flux. La matrice de flux, ça représente la liste de tous les flux de trafic qu'il faut ouvrir
pour que votre solution fonctionne sans problème. Je ne sais pas si je peux si je peux vous la trouver. Je pense pouvoir vous la trouver. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on l'a ici? Enfin, je ne me rappelle plus où je peux la trouver. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai dans mon bloc-notes la liste des éléments à ouvrir pour le bon fonctionnement de firewall. Hop, je les copie directement. Ce que je vais faire, je reviens ici et je vais les coller directement. Très bien, ils sont là. Du coup, le principe, c'est très simple. Pour les protocoles par défaut, on a à activer le service SSH, le service HTTP, le service HTTPS, le service SNMP, le service SNMP Trap, et puis les ports de fonctionnement de collecteurs qui sont les 5556 et les 5669 sur les ports TCP. Du coup, ça, c'est les ports qu'il faut ouvrir. Du coup, si vous travaillez dans une entreprise et que vous voulez l'installer, vous allez donner cette liste à l'expert de sécurité de l'entreprise pour qu'il l'ouvre. Si vous utilisez un autre pare-feu, évidemment, que celui que vous utilisez ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut toujours avec firewall CMD, on peut reloader ou redémarrer, autrement dit, les fonctions de pare-feu. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Firewall. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah non, c'est juste ça, pardon. Reload. J'ai oublié ça. Ok. Du coup, là, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Après, pour vérifier que la configuration a été correctement appliquée, on peut utiliser la commande list all, tout simplement. C'est qu'on peut voir sur le firewall CMD, on peut appliquer le list all. Et là, ça nous permettra d'avoir la liste d'informations des règles de sécurité que nous avions décidé d'appliquer. Par exemple, les ports, on a décidé d'ouvrir cela. Les services, on a décidé d'ouvrir cela. Ils sont là, par exemple. On n'a pas touché à ça. Bon, bref, c'est exactement ce qu'on a ici. C'est les éléments que nous avons ici pré-configurés. Du coup, on peut dire que tout est OK de côté firewall. Alors, dernière partie, c'est la partie fail to ban, qui est une fonctionnalité de sécurité très importante qui permet d'éviter toutes les attaques de type intrusion et toutes les attaques aussi de type déni de service. Ça, c'est très important aussi à y penser et à configurer et à mettre en place. Alors, pour la configurer, il faut commencer par la configuration. Je ne sais pas si c'est possible déjà ou pas. DNF install, on va voir. Python, parce qu'elle est développée et gérée par Python. iNotify. Ouais, ça fonctionne très bien. J'avais peur qu'il ne soit pas supporté. Pas très bien. Alors, on installe la partie, considérons la partie iNotify comme un prérequis au fonctionnement, parce que ça permet de monter le package après pour l'installation de file2ban. Et puis, une fois fait, on va pouvoir tout simplement, avec yum install, installer tout simplement l'EPEL release, et puis après ça va arriver yum installer le file to ban file to ban après systemd. Je pense que je ne me suis pas trompé. Très bien. Après, si vous dites pourquoi j'installe la première avant la deuxième, etc., c'est des dépendances, c'est des packages. Il faut commencer par le premier, puis le deuxième. C'est juste comme ça vient comme ça. Il n'y a pas plus que ça. C'est juste des procédures à suivre. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Après, il faut faire attention. Le file to ban,
il peut être impacté par la politique SE Linux. Du coup, si vous avez du SE Linux installé, il va falloir mettre à jour la politique. Et le file to ban sera pris en considération par les politiques de sécurité de SE Linux. Du coup, ce qu'il faut faire là-dessus, il va falloir penser à insérer une petite commande de yum update de SE Linux policy étoile. C'est ce qui permet de réintégrer toutes les fonctionnalités de file to ban dans SE Linux. On va attendre que ça s'installe, ça va mettre du temps. Je pense que je vais mettre une petite pause à la vidéo. Très bien, c'est terminé. Du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que on va faire un petit yum update -y SE Linux policy étoile. Et là, il va mettre à jour la politique SE Linux pour l'intégrer. Et puis, une fois terminé, ce qu'on va faire, on va tout simplement juste activer la fonctionnalité système CTL et nous allons activer Enable Fail to Ban. Et comme d'hab, une fois activé, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le démarrer. Start Fail to Ban. Ça, c'est OK. Et puis, il faut copier les règles par défaut. Copie etc fail to ban jail.conf pour les mettre à etc fail to ban et à les mettre à jail.local. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Ce fichier-là, on va l'éditer. C'est qu'on laisse le fichier par défaut tel qu'il est et on va éditer celui-ci. On va faire un petit nano de ce fichier-là. OK. Là, on va chercher avec CTRL W, je crois, la recherche. Oui, W. On va chercher un petit centrayon. Il y en a quelque part, non? Non. Je recherche à nouveau. Je crois que j'ai écrit... Non. Je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi. Allez. Je refais. Centrayon. Je ferme encore. C'est bon. Je le trouve. Il est là. Alors, on a le port. HTTP, HTTPS. Ça, il n'y a pas de souci. Le chemin, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Login, Centrayon, log, etc. pour les logs. Très bien. Ce qu'il faut ajouter, c'est la partie backend. Et là, il va se baser sur notre fameux Python iNotify. C'est qu'autrement dit, il va se servir des informations de file to ban. Python iNotify, et c'est ce qui va permettre de récupérer les infos dans les logins. CTRL Python iNotify, il n'y a pas de souci. CTRL O, très bien. CTRL X et on sort. Après, la dernière étape qui reste, c'est l'activation. C'est pas l'activation, on va dire l'activation des règles, pas l'activation de file to ban, mais l'activation des règles de sécurité et les règles d'accès. Alors, pour cela, il faut tout simplement aller vers le custom.conf pour customiser le fichier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit nano. Encore une fois, on va ouvrir etc fail to ban jail.d et le fichier custom.conf. Alors, il nous ouvre un fichier vide dans lequel on va juste écrire Centrayon et puis nous allons définir nos règles de sécurité. Enabled, on va dire true, OK. On va préciser le find time. Find time, on va le mettre à 10 minutes. On va mettre un bound time. Bound time. On va le mettre ce que vous voulez à 10 minutes. Et puis la dernière partie, le mx retrieve. Mx retrieve. On va mettre par exemple à 3. Autrement dit, cette règle de sécurité, elle dit que
Si pendant 10 minutes, tu essayes d'accéder 3 fois, on va bannir ton adresse IP pendant 10 minutes. C'est un peu ça. Et là, comme ça évite les abus, ça évite le renforcement, ça évite le fait d'essayer de renforcer l'accès à notre base de données. Alors, qu'est-ce que je fais? Un petit CTRL O, OK, et un petit CTRL X pour sortir. Et là, tout est OK. Il suffit de redémarrer le file to ban. Système, CTL, restart, file to ban. C'est redémarré. On va voir le statut. File to ban. Client status. On peut prendre par exemple Centrayon. Et là, très bien, vous voyez, et le check dorénavant. Et vous voyez que pour Centrayon, par exemple, bon, il y a 0 parce qu'il n'y a pas de tentative pour le moment, mais vous voyez que il le traque dorénavant et il nous donne la totalité des informations ici. Et comme ça, on peut dire que la fonctionnalité file to ban est configurée, la sécurité de base de données est configurée, la sécurité des comptes est configurée, le SE Linux est configuré. Il reste à configurer la sécurité de serveur web avec HTTPS. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. On s'arrête là pour celle-ci et je vais lancer une nouvelle pour ne pas faire des grandes vidéos. Salut à tous.